Bien, continuons la programmation de notre moteur d'affichage en 3 dimensions. Maintenant, on a des triangles, c'est ce qu'on a fait la dernière fois. On a pu écrire tout ce qu'il nous fallait pour pouvoir afficher nos triangles en 3 dimensions. Et ce à quoi on va s'occuper aujourd'hui, c'est de pouvoir créer des objets en 3 dimensions, parce que l'affichage des triangles un par un ne sera pas quelque chose qui va nous convenir. En termes de compilation, tout se compile normalement. Et on avait notre triangle qui faisait bien sa rotation. Alors, pour commencer la partie d'écriture des objets, on va faire comme pour la partie 3D, on va rajouter un fichier .h, un fichier .c qui vont s'occuper des objets, et on va venir rajouter cet objet dans notre programme prog.c. Et comme pour les épisodes précédents, on va avoir un certain nombre de fonctions à écrire, et avant d'écrire ces fonctions, on va choisir une structure qui va pouvoir porter notre objet. Il y a plusieurs façons de pouvoir gérer des objets en 3D. On va prendre une structure, dans un premier temps, on va prendre une structure qui sera plutôt simple. On va simplement utiliser une liste chaînée d'objets en 3D. Et on peut aussi choisir de partir sur un arbre. La différence va principalement se faire au niveau du temps pour pouvoir insérer des objets. Le parcours restera avec une complexité temporelle qui sera similaire, mais l'insertion dans une liste est extrêmement simple, puisqu'on va pouvoir insérer en tête de la liste systématiquement. Donc on verra si on a besoin de changer de structure, on pourra changer de structure ultérieurement. Donc dans notre structure, ce qu'on va mettre, ça va être un pointeur sur la tête d'une liste chaînée. Et on va devoir définir cette liste chaînée. Donc une liste chaînée va contenir des maillons. Et on va prendre une liste simplement chaînée, parce qu'on n'a pas spécialement besoin d'avoir quelque chose de plus compliqué. Donc on va avoir une liste qui va être simplement un pointeur sur notre liste chaînée. On va voir si on a besoin de plus d'éléments. Donc chaque maillon de notre liste chaînée va devoir contenir un triangle en 3 dimensions. Et une couleur dans laquelle l'afficher. Pour pouvoir avoir accès à triangle 3 dimensions, il faut inclure le header. Alors, là, on aura accès au triangle en 3 dimensions. Chaque maillon contiendra un triangle, une couleur, et naturellement, on va rajouter ça. Un pointeur sur le maillon suivant. Donc notre objet sera composé de faces, d'un certain nombre de faces, et on va se contenter de faire ça et de pouvoir créer un nouvel objet pour pouvoir faire des tests. Donc l'objet le plus simple qu'on va chercher à créer, et ce sera probablement le seul qu'on va chercher à créer dans un premier temps, hein, juste de quoi faire des tests, ce sera un cube. Ce cube va avoir une certaine taille, donc on va avoir besoin, ça c'était, parce
qu'on a besoin de quelque chose d'aussi grand que ça ici. Voilà. Donc on va avoir notre cube qui va avoir comme paramètre, la construction de notre cube va prendre la longueur, la taille, la dimension du côté du cube, et puis sur chaque axe, on aura la même taille. On pourrait faire un parallélépipède rectangle qui permettrait d'avoir quelque chose où on ait des tailles différentes, mais dans un premier temps, on va se contenter de ça. Ça sera notre seule fonction pour le moment. Alors pour pouvoir gérer notre liste chaînée, les éléments de notre liste chaînée, donc la liste qu'on a définie ici, on va avoir besoin de rajouter des fonctions qui en réalité ne serviront que pour la construction des objets 3D, on n'aura pas besoin spécialement autrement, enfin ailleurs. Et la première fonction qu'on va chercher à écrire, c'est la fonction qui crée un maillon. Donc pour pouvoir créer un maillon, ce qu'on a besoin de lui passer, c'est un pointeur sur un triangle 3D et une couleur. Puisque les éléments à créer sont ceux-là. Et comme pour les fonctions précédentes, on va devoir allouer de la mémoire. Si on a réussi à avoir notre mémoire, ça sera un maillon M. Si on a réussi à avoir notre mémoire, à ce moment-là, on va venir remplir les différents champs. Et si on n'a pas réussi, on renvoie nul, et ce sera la charge à l'utilisateur de vérifier qu'on n'a pas eu nul. Donc là, pour le moment, j'ai jamais eu besoin de faire ça. On aura besoin de le faire à un moment. Il est possible tout à fait qu'on ait un problème à ce moment-là. Mais actuellement, on n'a pas eu de souci. Donc le maillon suivant du maillon qu'on vient de créer n'a pas de successeur, en fait c'est un maillon isolé, et après ce qu'on a besoin de faire, c'est de venir insérer dans notre liste un nouveau maillon. On vérifie qu'on n'a pas eu, même si on pourrait avoir ici un maillon nul, est-ce que ça a du sens d'insérer un maillon nul en tête? C'est pas forcément quelque chose qui est grave, mais donc on pourrait laisser ce test là. L'intérêt, c'est que si on a eu un problème à un moment sur le malloc, le créer maillon va nous renvoyer nul, et on aurait ici un test qui vérifie que c'est nul. On va le laisser. D'ailleurs, on aura besoin en fait d'être sûr qu'on a de la mémoire. Donc, pour pouvoir insérer en tête, il faut raccrocher la tête de la liste au niveau du successeur du premier maillon. Donc on vient insérer ici notre premier maillon en tête de liste. Enfin, en l'occurrence, notre premier maillon va prendre comme suite la liste qui était présente au départ, et ensuite on va venir modifier la tête de liste pour dire qu'elle pointe maintenant sur notre premier maillon. Donc notretlist étoile, c'est un pointeur sur une t-list c'est un pointeur sur un maillon. Donc on a bien une égalité ici au niveau du étoile L qui correspond à une t-list et du M qui correspond à un t-maillon étoile. Et le pt suivre qui est ici, c'était un
struct T-maillon qui correspond struct T-maillon qui correspond à un T-maillon. Donc c'est un struct T-maillon étoile qui correspond à un T-maillon étoile, et c'est bien le paramètre étoile liste, enfin étoile L qu'on a eu. Donc là on a fait notre insertion en tête. Et donc maintenant ce qu'on va venir faire, c'est créer les faces de notre cube. Alors un cube a 6 côtés, et chaque côté va être composé de 2 triangles. Et donc ce qu'on va chercher à faire, c'est venir créer un cube de côté, longueur de côté L, et on va avoir besoin de positionner les coordonnées, enfin de calculer les coordonnées en 3 dimensions de chacun des sommets. Alors pour pouvoir faire ça, on va avoir besoin de deux coordonnées sur chacun des axes, et la combinaison de l'ensemble de ces deux coordonnées sur chacun des axes va pouvoir nous donner les coordonnées en 3 dimensions des 6 côtés. Alors comme on a des coordonnées, quand on va venir créer des triangles, si je reprends ici, c'est des doubles qu'on a besoin. Je vais plutôt les appeler M et M. Donc XM, ce sera le min, X grand M, ce sera le max. Et notre carré sera centré autour de 0, 0, 0. Donc la plupart des objets, on va essayer de faire en sorte qu'ils soient centrés autour de 0, 0, 0, 0. Donc on a notre coordonnée, et ce qu'on va venir faire, c'est simplement insérer en tête l'ensemble des triangles. Alors on va pouvoir rajouter un objet vide. Ça va être intéressant de pouvoir factoriser cette fonction-là, parce qu'on va pouvoir l'utiliser souvent. Donc la fonction objet vide, c'est simplement une fonction qui va avoir comme rôle de réserver de la mémoire pour notre objet. Et si on a eu de la mémoire, à ce moment-là, ce qu'on va venir faire, c'est simplement que notre liste de faces va être une liste vide. Une liste vide ici, elle est simplement égale à nul. Donc on a besoin de créer un objet vide. Et on va venir on suppose que notre objet n'est pas nul, donc on vérifie à cet endroit-là que notre objet, on a bien réussi à avoir de la mémoire. Et maintenant, on va venir chercher à ajouter des faces à notre objet. Alors pour ajouter des faces, on va simplement faire L à insérer en tête. Pour insérer en tête, on a besoin de passer un pointeur sur une liste. Donc le pointeur sur une liste, c'est simplement les faces, puisque alors là c'est pas un pointeur, c'est vraiment juste une liste. On a besoin d'un pointeur sur une liste. Donc on a l'adresse de notre liste, et ce qu'on a besoin de créer ensuite, c'est un maillon, donc un T-maillon étoile qui nous est donné par crémaillon. La fonction crémaillon va nous créer notre maillon, et crémaillon a besoin d'un triangle en 3D. Donc on va utiliser définir triangle 3D. Définir triangle 3D qui lui a besoin de points en 3D. Alors là il y a deux solutions. Quand on a défini triangle 3D, ça dépend comment est-ce qu'on a fait ça. Donc on a bien fait une copie de points en 3D. Donc on peut
créer nos points en 3D ici, on va avoir un tableau de 6 points en 3D. On va pas encore utiliser T, 6 points en 3D. Et on va, si on fait ça comme ça, on va juste le définir comme ça, puis on va venir rajouter les points les uns à la suite des autres. Alors le premier point en 3D, il va avoir comme coordonnée, ça va être le point qui va être le plus au fond à gauche en haut. En haut. On va commencer par le plus au fond à gauche en bas. Il est avec les X, M, Y, M, Z, M, donc les plus petits à chaque fois. Alors, définir point 3D a besoin de définir point 3D de 3 coordonnées simplement, donc on les a, nos coordonnées. Voilà, donc on aura nos 6 points. Ensuite, on va prendre un point qui va être avec un X grand M. Donc ça c'est le fond à gauche. Là c'est au fond en bas à droite. Ensuite on va faire au fond en haut, donc avec le YM et le XM. Et celui qui est le symétrique. 1, 2, 3, et il y a 8 points en fait. J'en ai mis 6, mais c'est 8 qu'il en faut. Voilà. Alors, et ensuite ça va être la même chose. Donc il y aura sur les 4 derniers, ce sera la même composition, mais du côté des grands Z. Là on a eu les deux petits, celui-là, et donc il nous manque celui-ci. Voilà, là on a tous nos points. Une fois qu'on a tous nos points, on va venir rajouter nos triangles. Donc là on a besoin d'avoir des points. Donc on va faire la face qui est la plus éloignée en premier, donc ce sera avec des Z petit m. On va voir comme point T de 0, T de 1, T de 2, est-ce que ça marche? Ça fait T de 0, T de 1, T de 2, ok, ça a l'air d'être quelque chose de cohérent. Et on a besoin de mettre une couleur. On va faire un triangle qui aura des faces alternativement rouges et blanches. Donc on a besoin d'un triangle. Pour créer un maillon, on a besoin de la couleur aussi. Pour créer notre liste. Donc ça, voilà, donc là ça a l'air d'être bon. Donc là, quand on va faire ça, on va laisser du blanc. Là on doit avoir le troisième. Là on a eu une face. Ensuite on va faire une deuxième face. La deuxième face, on va simplement se décaler de 4. Ce sera la face de devant. Voilà. Donc là on a les deux faces de devant et de derrière. Et on a besoin d'avoir les faces de côté, celle de gauche et celle de droite. Alors, pour avoir la face de gauche, on est sur les Y petit m. Donc on va avoir le point 0. Ça c'est celui qui est ici. Je réfléchis dans ma tête, mais je vous encourage à prendre une feuille et un papier, un crayon également pour pouvoir le faire. Donc là on a le point qui est tout en bas
à gauche au fond, on veut avoir en face le point qui est en bas à gauche, donc sur les X et sur les Y c'est les mêmes, mais sur les Z c'est différent, donc ça correspond au point 4. Et ensuite on va voir le point qui est en haut à gauche devant, donc en haut, donc c'est avec un Y grand M, un X petit m et un Z petit m, donc c'est le 7. Pour faire la deuxième face, on a simplement besoin de prendre la même diagonale, donc 0, 7, et le troisième point, c'est le point qui est en haut à gauche derrière, donc c'est sur les Z, c'est avec un Z petit m, donc en haut donc c'est un Y grand M, à gauche c'est un X petit m, et un Z grand M. Donc X petit m, c'est le 7. Oh, j'avais déjà le 7. Non, c'est un Z petit m. Donc ça correspond au 3. Donc c'est bien celui que j'avais déjà. Donc on a face arrière. Face avant. Ça c'est la face gauche. On va faire la face droite. On a simplement besoin de faire un plus 4 modulo 8. C'est 0, c'est bizarre ça. Le 0. Non, c'est pas plus 4 modulo 8. Alors, pour avoir la face droite ici. Pour avoir la face droite, on a besoin d'avoir des x grand M. Là où on avait des petits x petit m, on a besoin d'avoir des x grand M. Donc le point 0, c'est petit m, petit m, petit m. Donc on a besoin de grand M, petit m, petit m. Est-ce que grand M, petit m, petit m, c'est 1. Le 4, on avait petit m, grand M. Donc on a besoin de grand M, petit m, grand M. C'est le 5. On décale de 1 en fait. Et ici, on a besoin d'avoir un grand M, grand M, grand M. C'est le 6. Ça n'a aucun sens, l'ordre dans lequel je l'ai mis. Ici, on avait le 0, donc on est sur la même diagonale. C'est le 1, le 6, et on a besoin d'avoir le symétrique du 3. Donc c'est grand M, petit m, grand M, petit m. C'est le 2. Voilà, et il nous reste deux faces à faire. La face haut et la face bas. Alors pour avoir la face haut, on va commencer par le point. On commence par le même point que d'habitude. Ensuite, on va avoir le point qui est avec un grand X, un grand Y et un petit Z. Grand X, grand Y, petit Z. Grand X, grand Y, petit Z. C'est le 2. Et on veut venir avec un grand Z. Grand X, grand Y, grand Z. Grand X, grand Y, grand Z. Les trois qui sont avec un. C'est le 6. On est bien sur le 6. Donc là, on a la même diagonale. Et donc, tac, tac, tac. Là, on veut le petit x, grand Y, grand Z. Petit m, grand M, grand M. C'est le 7. Et la face bas, là où on était sur des grands Y, on veut des petits Y. Ah non, du coup je me suis trompé ici. Ça correspond. Il fallait que le Y soit en haut pour avoir la face haute. Il faut que le X soit petit, le Y soit grand et le Z soit petit. Donc c'était le 3. Et là, ce qu'on veut, c'est avoir la même chose, mais tout en bas. Donc le X. Alors le X est petit, le Y est petit,
donc c'est bien un 0. Ici, sur celui-ci, on veut avoir le X qui est grand, le Y qui est petit et le Z qui est petit. Donc un grand M, petit m, donc c'est le 1. De toute façon, il faudra faire un test pour vérifier si ça fonctionne bien, parce que je pense qu'il y a plein d'erreurs là-dedans. En tout cas, il y a plein d'erreurs possibles. Là, on va avoir le Y qui est petit, le X qui est grand, le Z qui est grand, Y est petit, X, donc c'est grand M, grand M, c'est 5. Ici, on va voir la même diagonale. Et le dernier point qui nous reste, c'est un Y petit, un X petit, un Z grand, donc petit m, grand M. C'est le cas. Si ça marche du premier coup, on est très fort. Donc il faut faire un return haut, il ne faut pas oublier de libérer tous les points. Alors là, ce sera plus facile que les précédents, que ce qu'on a fait avant. Donc on a 8 points à libérer. 5, 6, 7, 8. Et on libère, on renvoie l'objet. Donc on a tous nos points. Les triangles ont été créés en faisant des copies des points, donc on n'a pas de souci. Au niveau des pointeurs, les maillons ils ont directement été insérés à la face de l'objet, on peut renvoyer l'objet. Donc là, normalement, on devrait être pas très loin d'avoir réussi à faire ce qu'on veut. Ça, toute cette partie-là. On peut fermer un certain nombre de fichiers. Ici, on va venir rajouter l'objet 3D. Donc on va créer notre objet 3D et on va avoir plein d'erreurs de compilation. On a réussi à compiler sans erreur. Par contre, objet 3D n'a pas l'air d'être correctement... Ah, je ne l'ai pas enregistré. Voilà, on avait bien des erreurs de compilation. Donc on retourne au début. Non, c'est parce que j'ai pas mis des pointeurs. Voilà, toutes ces erreurs-là, on va commencer par les premières. Assert n'est pas inséré, on ne connaît pas assert. On connaît assert. Au niveau de T, alors qu'est-ce que est notre type T? Ce qu'on veut, c'est un pointeur sur un triangle en 3 dimensions. Size T, ah oui, on fait une conversion. Donc si on veut pas faire, si on peut avoir cette erreur de conversion, on va mettre un int et on va supposer que c'est une valeur strictement positive. Ici, on va avoir des pointeurs de triangle en 3 dimensions. On enregistre. On a bien eu une compilation sans erreur. Notre programme tourne, mais on n'a pas appelé d'objet. Donc on va chercher à faire cet affichage d'objet. Néanmoins, avant de pouvoir afficher l'objet, on va avoir besoin de dessiner notre objet, donc afficher un objet en 3 dimensions. Sinon, on ne pourra pas le faire. On ne pourra pas l'afficher.
pour afficher notre objet en 3 dimensions, on va avoir besoin d'une surface. C'est exactement la même chose que ce qui est ici. Donc un pointeur sur une surface et un objet. On va pouvoir écrire notre fonction d'affichage d'objet. Donc là, en fait, pour afficher un objet, vu qu'on a une liste chaînée, c'est extrêmement simple. On va mettre un insert. Donc notre maillon va commencer à parcourir l'ensemble des faces. Tant qu'il est non nul, c'est qu'il y a encore des faces à afficher. Donc pour pouvoir afficher ces faces, ce qu'on va faire, c'est faire appel à l'affichage de la face. Donc quand on est arrivé, on va commencer en parcourant la tête de la liste. Donc on va commencer en parcourant la tête de la liste, on va avoir un maillon qui va correspondre à un des éléments, une des faces. Donc on va avoir à chaque fois un maillon, et notre maillon aura un champ T qui va correspondre au triangle qu'on veut afficher, et une couleur qui va correspondre à la couleur dans laquelle on veut afficher notre maillon. Donc là, si on fait ça, on va avoir notre surface qui va être celle qui va nous servir à faire vraiment l'affichage, et on va venir afficher un triangle dans une certaine couleur. L'objet porte sa propre couleur, donc on va pouvoir afficher tous les triangles de notre objet. Si on sauvegarde, on a des erreurs. Afficher triangle 3D, ça c'est parce qu'on n'a pas inclus. Comme on a une surface ici, on va avoir besoin d'inclure lib surface pour pouvoir avoir le type. On a lib 3D pour pouvoir avoir le triangle 3D, et ici on va avoir besoin d'inclure l'affichage, c'est lib 3D, donc c'est bon, on a tout ce qu'il faut. Si on sauvegarde ça, on a toujours des erreurs de compilation. Parce que je l'ai mal appelé. C'est un objet qu'on peut afficher là, c'est pas un triangle. Pas d'erreur de compilation, on va pouvoir créer notre objet. Donc tous ces points, on va pouvoir les supprimer. Je donne une valeur arbitraire à la taille de notre objet. Et on va venir afficher on n'a pas de rotation. Je ne vais pas libérer l'objet non plus. Donc j'ai besoin d'avoir aussi libéré objet 3D. Là c'est exactement comme pour l'affichage d'objets, une petite subtilité. Donc on va vérifier que l'objet est non nul, on va venir parcourir l'objet et on va libérer un triangle 3D. Et par contre, une fois qu'on a
une fois qu'on a fait ce m égale m flèche pt suive, on ne peut pas libérer un maillon. On ne peut pas libérer notre maillon. On va aussi avoir besoin de libérer notre maillon. Donc ça va être une fonction ici. C'est une fonction qui est complètement interne. Pour libérer le maillon, en fait, c'est lui qui va faire l'appel à libérer triangle 3D. Plutôt. Donc on va avoir notre maillon à libérer. Mais quand on aura libéré notre maillon, on ne pourra pas faire m égale m flèche pt suive. Donc on a besoin de sauvegarder le maillon suivant et on l'affecte comme ça. Donc on est obligé de faire ça parce que libérer maillon faisant le free, on ne peut plus accéder à flèche pt suive. Donc on va avoir libéré notre objet et dans prog on va pouvoir libérer notre objet. C'est un cube. On peut l'afficher. Je sauvegarde le tout. Il y a des erreurs naturellement. Alors ça c'est parce que ici je n'ai pas inclus l'objet 3D. Alors, est-ce que là j'ai pas mis la bonne chose? Parce que naturellement c'est un cube. Et on se retrouve avec un cube ici. Donc il n'y a pas grand chose d'intéressant parce que le cube ne bouge pas. On va venir s'occuper de pouvoir faire des transformations sur notre objet. Et donc là en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va ajouter des fonctions qui vont faire le même genre de choses que ce qui était fait pour les triangles. On a besoin d'une translation. Alors en fait ce que je vais faire c'est que je vais recopier ces fonctions là parce qu'elles sont très simples. Ça correspond aux transformations qu'on va vouloir faire. On va transformer un objet 3D avec les mêmes possibilités que pour les triangles. Ce coup-ci, j'oublie pas de modifier l'objet, que c'est un objet qu'on va manipuler. Alors pour la translation, le plus simple pour la translation, comme pour les autres en fait, les autres fonctions, ça va être d'utiliser, et ça j'en avais déjà fait un commentaire là-dessus, c'est d'utiliser la transformation générique. On va venir construire une matrice de transformation. Une fois qu'on aura notre matrice, on va venir faire appel à la transformation générique de manière à éviter d'avoir à reconstruire des matrices. Alors là il n'y en a qu'une seule, mais pour la rotation c'est flagrant. En fait on venait faire plusieurs multiplications de matrices. On va éviter de faire ça en construisant une fois chaque matrice de transformation. Et ensuite on va parcourir l'objet pour venir faire les transformations. Donc pour la translation on a quelque chose comme ça. On vérifie qu'on a un objet qui est non nul. Je vais mettre des hauts. Un objet qui est non nul, un vecteur qui est non nul, on a notre vecteur et on va venir parcourir notre liste en faisant appel à la transformation générique. Donc on parcourt notre liste d'objets et on fait une transformation de triangle 3D.
Donc on aura notre triangle et on va avoir la matrice de transformation. Pour la rotation, c'est la même chose. On va venir vérifier, on va venir construire notre matrice. Alors, je copie tout, même si je n'aurai pas besoin de tout. Donc, on construit notre matrice de rotation. Dans TMP2, on a notre matrice. Et ensuite, on a besoin de, une fois qu'on a notre matrice, on va avoir besoin de effectuer notre transformation générique. Donc c'est TMP2. Pour l'homothétie, c'est la même chose. On va avoir une matrice de transformation. On vérifie que notre objet est non nul. On a notre matrice. On va venir parcourir notre objet. Et en fait, le plus simple, c'est de factoriser le code. J'aurais dû le faire dès le départ. Une fois qu'on a notre fonction de transformation, en fait, c'est beaucoup plus simple puisqu'il suffit de faire appel à cette fonction qui va venir parcourir l'ensemble des faces de notre objet et venir transformer chacun des triangles. Donc c'était TMP2. Et là c'est math. Donc la translation vient construire une matrice de translation et faire une transformation sur chacune des faces. La rotation fait une matrice de transformation et fait la transformation sur chacune des faces. L'homothétie fait une matrice de transformation et fait une transformation sur chacune des faces. La transformation récupère la matrice et parcourt l'ensemble des faces du triangle. Et donc une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir, avant de faire l'affichage, on va faire une rotation de notre objet. Sur les 3 axes. On va essayer de voir ce que ça donne. Plein d'erreurs de compilation. Rotation objet a besoin de plus d'arguments. Ah oui, il faut un centre de rotation. On va définir un point qui va correspondre à notre centre de rotation. Ah bah oui, mais je l'ai appelé cube. Et j'ai besoin d'avoir ici la définition des matrices. Et parce que ici, c'est ici que j'ai mis les maths. Oui, c'est ça.
Alors il se passe quelque chose, je ne sais pas du tout si c'est correct. Donc on va faire des rotations qui vont être plus petites. Parce que ça tournait beaucoup trop vite. Ok, donc on arrive bien à avoir une rotation. On a le centre de rotation qui est à un endroit quelconque, et par contre on a un défaut d'affichage, puisque le cube, les faces ne sont pas affichées dans le bon ordre. Et ça c'est simplement une dernière fonction qui nous reste à écrire. C'est une fonction qui va venir trier l'objet. Trier les faces de l'objet 3D. On va simplement rajouter un champ trié à notre surface, à notre objet. Donc un objet vide est par défaut, par définition trié, et notre objet, l'objet qu'on vient de créer comme ça, n'est par contre pas trié. On n'a pas cherché à le trier. Libérer objet 3D, on n'a rien à faire. Afficher objet 3D. Alors si notre objet n'est pas trié, à ce moment-là, on a besoin de le trier. La translation ne change pas la nature triée ou pas triée de l'objet. La rotation, elle, la change. Enfin, plus exactement, on n'est pas sûr qu'elle la change. L'homothétie ne change pas. La transformation, on ne sait pas. Donc la rotation va venir changer la face. Alors, pour le tri de l'objet, on va avoir plusieurs possibilités pour pouvoir trier cet objet-là. Il y a plein d'algorithmes de tri. Et pour simplifier notre travail, pour le moment, comme on a un petit objet, on va se contenter d'un algorithme de tri en n carré. Ou probablement plus tard, on aura besoin d'un algorithme de tri plus complexe. Mais pour le moment, on n'a pas de souci avec un algorithme qui serait en n carré. Alors le tri qu'on va utiliser, ça va être un tri par extraction, c'est-à-dire que notre fonction de tri va venir chercher dans la zone, dans la liste, dans la partie de liste non triée, le plus petit élément, enfin un élément qui est concerné par une clé de tri. Là en l'occurrence ça sera le plus petit parce qu'on va chercher à trier depuis les Z les plus petits vers les Z les plus grands, puisque ce qu'on fait c'est qu'on regarde vers les Z négatifs, et ce qu'on veut faire c'est utiliser l'algorithme du peintre et donc afficher les Z qui sont les plus éloignés de la caméra, puis les Z qui sont les triangles qui correspondent à des Z qui sont les plus proches de la caméra. Donc pour pouvoir faire ça, on va venir parcourir notre liste non triée, donc notre triangle, notre objet. Alors si, on peut faire un test. Si il est trié, il n'y a rien à faire. Si il n'est pas trié, par contre, on va venir avoir dans i, il va venir parcourir notre liste, et tant que i est non nul, on va chercher à avoir on va venir chercher le plus petit triangle,
venir chercher le triangle qui est le plus éloigné dans la partie non triée. Donc on va commencer après i. En fait, tous les éléments qui vont être avant i vont correspondre à des éléments qui sont triés, et i est le premier élément non trié. Au départ, on commence avec l'ensemble des éléments, et on va s'arrêter quand il n'y a plus d'éléments à trier, et ici on va venir chercher le plus petit élément. Alors, par contre, comme on est sur une liste qui est simplement chaînée, on a besoin d'avoir une notion de précédent, donc, pour pouvoir insérer un maillon avant. Donc ce qu'on veut, c'est insérer le plus petit maillon dans cette boucle là. On va chercher le plus petit maillon, et une fois qu'on est sorti de la boucle, ce qu'on veut, c'est insérer le maillon qu'on a trouvé, qui sera à un certain pointeur, avant i. Et donc pour pouvoir l'insérer avant i, en fait, il faut qu'on ait une notion de précédent i, un pointeur sur le maillon précédent i, de manière à insérer après cet élément là. On fera une fonction insert après immédiatement après. Donc de la même manière, ici on va avoir besoin d'un précédent j. Donc précédent j, c'est i par définition, et on a besoin d'avoir la même chose pour un maillon qui correspond à notre clé de tri. Donc ce sera le maillon m. Donc le maillon m correspondra au maillon i au départ, ce sera le meilleur maillon qu'on aura trouvé, et son précédent correspondra au précédent de i par définition. Alors on va parcourir l'ensemble de la zone non triée, et sur cette zone là, alors si on a besoin de rajouter un z moyen, quelque chose qui va nous donner une clé de tri, donc ça va être un point. C'est pas un triangle en fait. Donc ça sera le z moyen d'un triangle. On va rajouter ça rapidement. Je vais rajouter après libérer triangle. Et ce qu'on veut, c'est renvoyer la moyenne des coordonnées z des trois triangles. Donc 2 c'est le coordonnée z. Donc là je fais une supposition qui est que si le triangle est non nul, les points ont été correctement initialisés, ce qui n'est pas complètement garanti, hein. Enfin, ce qui n'est même pas du tout garanti, mais on pourrait faire des asserts supplémentaires. Donc ce qu'on veut, c'est ici avoir un z moyen. Donc si z moyen de... Alors le triangle J, c'est un maillon. Donc ce qu'on veut, c'est un triangle. Si le z moyen est meilleur que le z moyen qu'on a calculé, donc on va venir calculer ici 1 zm égale z moyen de m flèche t. Donc on a le z moyen de notre meilleur triangle qui correspond à i au départ. Si on a un meilleur z moyen, à ce moment-là, on va avoir m égale j, prec m égale prec j, et zm égale z moyen de j. Alors, on va faire ça. Double zj égale z moyen de j. Ici, on aura zj. On va faire avancer j vers la fin de la liste. Donc maintenant, on va avoir cette boucle-ci qui... Alors ça, par rapport... ça, c'est une boucle qui va être en O de n, la notion de grand O de n, puisqu'elle va venir parcourir la taille de la liste. Au pire,
Non, elle va systématiquement parcourir ce qui reste de la liste. Et quand on sort de cette boucle, on se retrouve avec dans M le meilleur maillon, et ce qu'on veut faire, c'est insérer avant I. Donc insérer. En fait, c'est insérer après. Ce qu'on peut insérer après, c'est après le précédent de I. Non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Ce qu'on veut, c'est insérer le maillon M après le précédent de I. Mais si le précédent de I est nul, à ce moment-là, c'est une insertion en tête. On va insérer le maillon M en tête de notre liste. Donc là, c'est de la même manière que tout à l'heure, on avait un pointeur. Ici, on va voir comment on veut faire une insertion en tête. On va faire ça, on va insérer M en tête de notre liste. Sinon, si ce n'est pas l'insertion... Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis... Si ce n'est pas une insertion en tête, on va l'insérer avant le précédent de I. Est-ce que je suis en train de faire les choses dans le bon ordre? On va avoir un test qui est que... Ce qu'on souhaite, c'est d'abord, dans un premier temps, une fois qu'on est sorti de cette boucle en O de n, on va avoir l'autre boucle qui va aussi être en O de n. Donc c'est pour ça qu'on se retrouve avec un algorithme qui est en O de n carré. Puisqu'il a deux boucles imbriquées qui sont en O de n chacune. Quand on est sorti de cette boucle-ci, ce qu'on veut, c'est dans un premier temps extraire le maillon M de la liste. Donc on va avoir un M flèche pt suive suivant de M qui devient égal à M flèche pt suive. Donc là on a extrait notre maillon de la liste et on veut l'insérer avant I. On fait l'insertion, donc on se retrouve avec prec I égale à M. M devient le précédent de I. Quelque chose comme ça. Donc on a besoin de faire une insertion après. Alors on va insérer. Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça? Insérer après un maillon. Donc on va insérer le maillon M après le maillon X. On veut que les deux soient non nuls. Ce qu'on veut ensuite. Donc M flèche pt suive égale X flèche pt suive. Et X flèche pt suive est égal à M. Donc normalement on a inséré notre maillon M après le maillon X. Comme on perd ici le successeur de M, il faut forcément qu'on fasse cette insertion après, avant d'avoir, enfin quand on est sûr de ne plus en avoir du tout besoin. Et c'est bien ce qu'on fait puisque le M flèche pt suive il est sauvegardé ici quand on vient supprimer M. Donc il faut faire impérativement cette opération là avant celle-ci, sinon on perd le M flèche pt suive. Et de la même manière, quand on vient insérer en tête, on perd aussi le M flèche pt suive. Donc dans ce cas-là, on a supprimé M de la liste. Donc on extrait M de la liste non triée, on l'insère à la fin de la liste triée. Donc si précédent de I égale à nul, c'est qu'on est
sur une insertion en tête parce que on a la liste triée et vide. Sinon, on insère après précédent de i. Et précédent de i devient égal à m, puisque m a été inséré avant i. Le i n'a pas besoin d'être modifié à ce stade-ci, puisque ce qu'on a fait, c'est qu'on a extrait un élément après i et on vient l'insérer avant. Donc ça, c'est la différence par rapport au tri par extraction dans un tableau où on a besoin de déplacer la frontière de la zone triée. Ici, on n'a pas pour le moment besoin. Donc on va sauvegarder tout et on a besoin, une fois qu'on a fait notre rotation, l'affichage s'occupe ici, l'affichage s'occupe de trier l'objet si on en a besoin. Donc si on sauvegarde tout, normalement, ça c'est camel. Oui, c'est l'élément qu'on a besoin d'insérer, c'est pas celui-ci. C'est pas boule, c'est std boule. Alors, la ligne 163, qu'est-ce que j'ai? Oui, parce que c'est ZJ. Insertion en tête, c'est insérer tête. Et insérer après. Alors, est-ce que je... ça ne marche pas. Ok, j'ai eu un souci. Le programme est parti en boucle infinie. A priori, je n'arrive pas à le faire fonctionner. Et c'est probablement le cas ici. Il se peut, et ça arrivera forcément au moins une fois, que l'élément m soit égal à l'élément i. Donc typiquement, quand on va avoir m qui est initialisé à i, que i est le dernier élément de la liste, on va avoir j qui va être égal à nul, donc on ne rentrera jamais dans cette boucle-là, et on va avoir m qui va être égal à i. Et dans le cas où m est égal à i, comme on ne fait pas progresser i, on a une boucle infinie. Donc on a besoin forcément de tester ce cas-là. Si m est différent de i, à ce moment-là on extrait m de la liste non triée, tel que on fait tout ce qu'on avait besoin de faire. Si m est égal à i, on va simplement déplacer i. On essaie de copier. Et ça ne marche toujours pas. Enfin, plus exactement, ça marche. On a corrigé un problème. Par contre, au niveau de l'affichage, on a quelque chose qui ne va toujours pas. On a bien une face qui tourne. On va rajouter les faces une par une pour voir à quel moment est-ce qu'on a quelque chose qui ne marche pas. Ici, on a un problème. On a deux faces, donc celle de devant et celle de derrière, et on a une face rouge qui n'apparaît pas. C'est cette face-ci, 4, 5, 6. Alors elle devrait être à quel endroit, cette face 4, 5, 6 4. Donc c'est la face de devant. La face de devant, elle a le X petit, le Y petit, le Z devant, le X grand, le Y petit, le Z devant.
le x grand, le y grand, le z devant. Donc c'est le triangle qui est orienté vers le bas à droite. Le deuxième triangle, c'est x petit, y petit, z devant, x grand, y grand, z devant, et x petit, y grand, z devant. Donc là, on a pourtant les bons éléments. Alors pourquoi est-ce que cette face-ci n'est pas traitée? Elle n'est pas du tout affichée. Donc quand j'affiche l'objet, ce qui est curieux, c'est qu'il n'affiche pas. Alors pourquoi est-ce qu'il en affiche 2? Il n'affiche pas le 0. Ah, ça c'est simplement mon terminal qui était pas au bon endroit. Donc j'ai effectivement que 3 faces qui sont affichées. Donc j'ai un problème dans mon tri, puisque je perds une face. À quel moment est-ce que je perds une face? Voyons voir. Donc je commence au début de l'ensemble des faces. Tant que je ne suis pas arrivé à la fin de ma liste, j'ai mon pointeur suivant. M c'est mon meilleur candidat. C'est pas prec I, c'est prec M, c'est prec I. Donc ça ne change rien. Mais effectivement c'était une erreur. Alors il peut se passer quelque chose si la première face est la bonne. Si la première face est la plus petite. M est égal à I. Et donc je passe à la suivante. Si ce n'est pas le cas, j'insère en tête. Je sors M de la liste. Ah, ici. Alors si M est différent de I, prec M est forcément différent de prec I, donc est différent de nul. On a le droit de le faire ça. Je peux quand même le mettre, c'est important. On est sûr, puisqu'on on serait passé par là une fois. Ah, et ici, je ne modifie pas prec J. C'est mieux. Ici, on a bien nos deux faces. Et j'ai l'impression qu'elles sont OK. On va en rajouter 2 de plus. On va en rajouter 4 de plus. Bon, ici on a bien notre cube et l'affichage a l'air cohérent. On met les 6 faces.
l'affichage a l'air cohérent. Il y a des petits glitches, mais l'affichage semble cohérent. On va pouvoir supprimer ces affichages-là. On a notre premier objet. On va rajouter une petite automote ici, ce qui correspondrait simplement à augmenter la taille du cube ici, mais ça nous permet de tester aussi une automote ici. C'est que je me suis trompé dans les arguments. On va déformer un peu notre cube. Et c'est pas CD, c'est CB. On a ici notre premier cube. Ce qui n'est plus du tout un cube. Et l'affichage a l'air cohérent. Alors si j'ouvre... Si j'ouvre LibreSurface, je vais avoir des fonctions qui me permettent d'avoir des couleurs. Est-ce que j'ai des couleurs? Alors j'ai un arc-en-ciel. Je peux avoir du random. Je vais changer un peu les couleurs. Donc on va avoir du vert, du bleu, du jaune. Du vert, du bleu, du jaune, du rose, du mauve. Du orange, du marron. Une couleur pâle et du gris. Alors j'ai combien de gris? J'ai encore du clair et du foncé. Rose, foncé. Est-ce que c'est cohérent? Ça a l'air d'être cohérent. J'ai du blanc qui s'affiche. Alors on peut avoir des soucis qui sont liés au fait qu'on regarde le Z moyen, qui n'est pas forcément la meilleure métrique. Il faudrait regarder la distance à la caméra, mais on a quelque chose qui s'affiche. J'ai l'impression que c'est pas quand même pas extra les glitches qu'on a. Il faudra qu'on regarde ça la prochaine fois. Donc on va s'arrêter pour ce coup-ci. J'ajoute objet 3D.c et .h. On a besoin de modifier ces fonctions-là, les points hauts, on va les laisser. Et voilà.